Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier, je suis passionnée de psychogénéalogie et vous me retrouvez sur cette capsule pour vous parler du couple, des problèmes de couple récurrents et des loyautés familiales. Alors, pour en savoir plus sur la psychogénéalogie, qui part du principe que nous appartenons tous à une tribu familiale, et que nous avons tous connu dans cette famille des drames, des traumatismes au fil des générations. Il y a aussi tout ce qui est secret de famille. Et Dieu sait que dans les générations précédentes, dans les décennies précédentes, il y en avait plus qu'aujourd'hui. Donc tout ce qui ne s'est pas conscientisé, tout ce qui n'a pas pu être verbalisé et puis transformé en choses plus positives, avec du sens, avec de la résilience, eh bien, tous ces drames sont appelés à être revécus sous différents aspects dans les générations qui suivent. Donc dans la vôtre et éventuellement dans celle de vos enfants. Voilà. Ce que c'est que la psychogénéalogie, et moi je vous invite à aller regarder mes vidéos qui traitent plus en détail de ce sujet. Donc aujourd'hui, après les problèmes liés à l'argent et aux loyautés familiales et les problèmes de fertilité liés aux loyautés familiales, eh bien, je vais vous parler de tout ce qui touche au couple. Voilà, le roman d'amour. Donc, il est bien évident que pour nous, c'est quand même capital dans une vie. Comment fait ton couple? Eh bien, tout cela, c'est clairement impacté par notre enfance, par ce qui nous a été dit quand nous étions petits, euh, par toutes nos croyances limitantes à ce sujet, et ça c'est encore des choses qui sont liées à notre bagage familial et à notre inconscient. Voilà. Et donc bien souvent maintenant, hein, on s'aperçoit qu'il ne suffit pas de remonter juste à notre enfance, mais que la plupart du temps, c'est du transgénérationnel et que ce sont des patates chaudes qu'on se refile, donc de parents à enfants, mais aussi de grands-parents à petits-enfants, d'arrière-grands-parents à enfants, petits-enfants, etc., etc. Voilà. Donc, nous allons voir un petit peu tout ce qui a pu heurter vos grands-parents ou vos parents. Et nous allons voir que parfois, il y a, par exemple, eh bien, des générations de filles-mères ou des générations de, euh, d'hommes infidèles. Voilà, des familles où on divorce systématiquement, etc., etc. Voilà, ce que je vous propose quand même, en complément de cette vidéo, alors peut-être je vais en faire plusieurs parce que le couple, c'est tellement énorme comme thème que je vais peut-être pas faire trop long. Donc je vous proposerai sûrement une deuxième vidéo, je ne sais pas encore. Voilà. Alors, ce que je vous propose quand même, c'est d'aller voir la vidéo sur les problèmes de fertilité parce que c'est tout de même à voir en parallèle avec ces histoires de couple. Voilà. Et donc, pour ne pas faire de redites, je vous invite à aller regarder cette vidéo. Bien.
Alors, pour commencer, on va commencer par le mythe du prince charmant. Moi, je l'aime bien. Ce mythe du prince charmant, ce qu'on appelle aussi peut-être aujourd'hui les flammes jumelles. Vous savez, il n'y a qu'un seul être qui peut me correspondre et je vais le chercher jusqu'à ce que je le trouve et celui-là sera l'être parfait qui m'apportera mon bonheur, qui m'apportera j'ai un petit poil de chat. J'ai un chat qui est très câlin. Voilà, alors je dis le prince charmant, mais ça pourrait très bien être évidemment la princesse charmante, hein, ça marche dans les deux sens. Voilà, alors en fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que en réalité, dans ces couples-là, vous cherchez toujours à avoir le côté passionnel. Et évidemment, cette passion amoureuse, tomber amoureux, c'est quelque chose qui chimiquement se produit en quelques secondes. C'est votre inconscient qui va donc en 4 secondes, vous voyez, c'est très peu. C'est ce qui se dit en tout cas dans les milieux bien informés. Voilà, on arrive donc en 4 secondes, votre inconscient arrive à sélectionner l'individu qui, au niveau phéromone, au niveau de votre vécu, au niveau donc du vécu familial, va correspondre à vos attentes. Alors, je fais une petite pause parce que en psychogénéalogie, on s'aperçoit que quand il y a couple, le couple est là pour réparer les traumatismes de l'arbre. Alors, j'entends les couples importants, c'est-à-dire quand il y a union officielle, éventuellement mariage, donc quand il y a enfant, etc., etc., par exemple. Voilà. Donc, très souvent, on s'aperçoit que les deux arbres ont des parallèles, ont des complémentarités très, très troublantes. Voilà. Donc, imaginons le problème que nous avons quand nous avons ces histoires de prince charmant ou princesse charmante, d'attachement à la passion, à savoir donc je dois tomber amoureux et je dois vivre intensément cette relation, sinon ça n'est pas le bon. Et évidemment, tout couple qui dure, a fortiori s'il y a des enfants, c'est une histoire d'engagement. C'est une histoire d'engagement et c'est une histoire de quotidien. Et dans le quotidien, évidemment, l'autre n'a plus rien d'un être idéal. Il a ses petits travers, il a ses faiblesses, il a ses petites habitudes qui vous agacent. Il ou elle, hein, on est d'accord. Et donc, à partir de là, vous avez une routine qui, petit à petit, peut évidemment tuer la passion. Alors, on dit qu'elle dure 3 ans, mais en réalité, ça dépend des individus. Parfois, ça peut durer 6 mois, 1 an, 10 ans, et voilà. Le problème de la flamme jumelle ou du prince charmant, celui qui ou celle qui vous apportera absolument tout le bonheur, c'est que dès qu'il n'existe plus de passion, vous allez remettre en question ce couple, éventuellement. Et du coup, vous risquez de sauter de passion en passion, de partenaire en partenaire. À chaque fois que vous aurez ces fameuses poussées d'endorphines, d'ocytocine, etc., enfin d'hormones liées à l'amour et d'euphorie qui, somme toute, sont des euphories passagères, très très stimulantes, certes, mais qui ne correspondent pas à une réalité sur laquelle on peut construire un couple
sain, on va dire, sur lequel on va appuyer éventuellement quelque chose comme une famille, etc., etc. D'ailleurs, avant, on disait les mariages d'argent font des noces d'or. Ce qui voulait dire que quand on a des valeurs communes, quand on a des intérêts communs, quand il y a deux familles qui éventuellement vous appuient derrière pour souder le couple, même si on n'a pas véritablement eu d'attachement au départ, finalement, vous allez pouvoir avoir quelque chose qui va durer. Voilà. Et en réalité, ce mythe du prince charmant, c'est surtout quelque chose qu'on retrouve en Occident où l'amour romantique est extrêmement culturel, extrêmement poussé. Il y a des tas d'autres pays, des tas d'autres cultures où ça n'existe pas, quoi, hein, en Inde, en Chine, etc. Au Japon, je crois que le Japon, le mot amour, c'est venu très tard avec Hollywood et avec les films hollywoodiens. Bien, donc sur ce, vous avez deux risques. Soit vous allez quitter votre partenaire dès que la passion sera retombée, soit vous allez être en mode routine, etc., en vous disant, bon, peut-être je me suis trompée, etc. Et dès que quelqu'un passera, avec à nouveau cette flamme qui s'activera, vous vous direz, ah, je me suis trompée, et cette fois-ci, c'est le ou c'est la bonne. Voilà. Et donc, vous quitterez, vous quitterez votre partenaire pour cela. Alors, outre qu'il s'agit, à mon sens, vraiment d'une histoire culturelle et qui est assez récente, eh bien, on peut souvent voir dans ces lignées, dans des lignées familiales comme ça, très souvent, vous allez avoir, par exemple, un fiancé ou un amoureux qu'on a connu très très jeune. Et les parents, par exemple, n'ont pas voulu de ce mariage parce que ça ne correspondait pas pour des questions financières ou parce que voilà, il y avait effectivement un meilleur parti ou que ce garçon n'était pas assez sérieux, enfin que sais-je, ou peut-être que c'était juste quelqu'un de passage. Euh, Pourquoi pas un étranger qui venait faire une récolte à ce moment-là dans la ferme, et puis il fallait oublier ce garçon qui ne correspondait absolument pas aux intérêts de la fille du propriétaire de la ferme, en tout cas aux yeux de la famille. Donc très très souvent, on s'aperçoit que dans ces gens qui ont cet attachement au prince charmant, à l'histoire passion, eh bien, derrière, il y a peut-être une grand-mère ou un grand-père qui ont connu une histoire d'amour qui n'a pas pu se vivre. Alors, parfois, bah, effectivement, pour l'homme, ça pouvait être une maîtresse. Et pareil, il a fallu à un moment ou à un autre se marier avec quelqu'un qui correspondait beaucoup mieux à son statut ou à l'intérêt des parents. Puisque encore jusqu'à il y a peu, les mariages étaient quand même assez arrangés. Voilà. Beaucoup de frustration et alors parfois même vous aviez le père qui donnait le prénom de la fameuse maîtresse à une de ses filles. Ça pouvait être amusant, mais les mères pouvaient faire pareil, hein, éventuellement. Quand vous voyez par exemple un prénom qui n'apparaît nulle part ailleurs dans la famille plus haut, eh bien ça peut être effectivement un amour caché. Voilà. Bien. Donc ça, c'est pour le prince ou la princesse charmant, hein, l'idéal entrevu très jeune et contrarié, et par un mariage de raison.
Et donc évidemment, le mythe et la réalité du quotidien ne fonctionnent jamais, donc vous recherchez la passion. Voilà. Alors, ensuite, autre cas de figure dans les couples avec des problèmes éventuellement récurrents, nous pouvons avoir les hommes qui abandonnent, par exemple, euh, ou les femmes qui abandonnent. Voilà. Euh, Bien, alors en fait, là, on se retrouve, par exemple, avec, pourquoi pas, des femmes qui vont, pourquoi pas, chercher à avoir un enfant avec un homme qui ne veut absolument pas d'enfant avec elle. Euh, et donc, ou qui ont déjà d'autres enfants ailleurs, ou qui ont déjà eu des enfants et les ont abandonnés. Et donc, ces femmes se retrouvent enceintes. Et en fait, eh bien évidemment, assez vite, elles se retrouvent aussi seules avec l'enfant. Voilà. Alors, on s'aperçoit très curieusement que dans ces familles-là, parfois, eh bien, on va effectivement avoir plus haut une grand-mère qui a été abandonnée avec 4-5 enfants, pourquoi pas. Ou vous allez avoir, par exemple, alors peut-être parce qu'à l'époque, le père n'avait plus les moyens de faire vivre cette famille et donc il a fui. Et oui, parce que quand on avait 6 enfants, parfois on ne pouvait pas les nourrir, hein, quand il n'y avait pas le système merveilleux des contraceptifs. Et donc ça arrivait effectivement que le père parte pour un long voyage et ne revienne jamais. Vous savez, le fameux, il est parti un jour chercher des cigarettes, il n'est jamais revenu. Vous avez peut-être entendu cette formule. Voilà. Mais c'est peut-être évidemment tous les hommes partis à la guerre et qui, hélas, ne sont pas revenus. Je sais que ils étaient nombreux euh, dans ce cas-là et les femmes ont dû donc assumer seules, sans hommes, la charge de la famille. Et du coup, on se retrouve avec la conviction que de toute façon, voilà, les hommes, on ne peut pas compter sur eux. Les pères, ils sont là pour faire les enfants, certes, mais pour les élever, ça n'est pas possible. Voilà. Alors, si l'homme revenait de guerre, parfois, il était suffisamment brisé, hein, donc c'était la même conviction qui restait. Peut-être au-dessus, vous vous retrouviez encore avec un schéma un petit peu identique. Donc, une jeune fille qui avait été séduite par un homme de passage, comme je disais tout à l'heure, un garçon qui faisait les vendanges, qui était beau, qui sentait le sable chaud, mais qui ne restait pas. Et la jeune fille était enceinte et elle était sans père. Voilà. Et donc là, en général, c'était quand même une humiliation pour toute la famille. Alors, bon, parfois, on la remariait à la va-vite, euh, mais pas toujours. Enfin, là, je vous invite à aller du côté euh, de ce que j'ai fait sur les problèmes d'infertilité. J'en parle aussi. Alors, on pouvait aussi avoir, pourquoi pas, une femme au foyer qui, au bout de 3 enfants, n'en pouvait plus d'être prise dans les tâches ménagères.
Elle avait certes le confort, peut-être, elle avait certes une vie de façade avec soi-disant une satisfaction et un idéal. Vous savez, dans les 30 Glorieuses, hein, la ménagère de moins de 50 ans, c'était effectivement le nec plus ultra, mais il y avait aussi beaucoup, beaucoup de dépression et beaucoup de frustration. Euh, donc, parfois, ces femmes, avec un prince charmant de passage, elles partaient. Voilà. Ou parfois, elles partaient aussi dans la dépression. Ça pouvait exister, mais c'était aussi une forme de fuite. Donc, on avait des femmes qui disparaissaient dans des hôpitaux psychiatriques et des choses comme ça. Donc, voilà, il pouvait y avoir quantité de choses. Après, vous avez aussi, il faut se remettre dans la situation des divorces. La situation des femmes pendant très très longtemps, euh, c'est vrai qu'à la fin du 19e siècle, elles pouvaient divorcer. Enfin, le divorce était possible. Mais la femme avait le droit de divorcer seulement quand il y avait adultère dans le logis, dans la maison. Mais c'était excessivement rare que l'épouse demande le divorce parce que généralement, elle était considérée comme une paria. N'oubliez pas le poids de l'Église, n'oubliez pas que très souvent elle n'avait pas d'autonomie financière et en général elle ne gardait pas les enfants, voilà. Ou elle avait de toute façon les enfants à charge parfois, donc si elle avait les enfants à charge c'était encore plus gênant et de toute façon sa famille généralement ne la reprenait pas. Donc les femmes ne demandaient pas le divorce. Par contre, par contre, il y avait de nombreux adultères, donc du côté des hommes, très souvent ils avaient des maîtresses, et puis vous aviez le bordel qui était quand même une institution avec de la prostitution de masse, puisque le plaisir c'était à l'extérieur généralement de la sphère conjugale. Et le plaisir masculin, ne l'oublions pas, le plaisir féminin, ça n'existait pas. Alors, donc, imaginons un homme qui, lui, peut tromper son épouse absolument comme il le souhaite. Et je vais vous donner un exemple, par exemple, Clémenceau, ce grand homme politique, qui avait, qui avait dévoyé une petite jeune fille américaine, une héritière, une riche américaine. Donc, elle avait fait le choix de tout quitter, son héritage, sa famille aux États-Unis, la religion dans laquelle elle avait été élevée, pour Clémenceau. Et Clémenceau, à la fin de sa vie, on estimait qu'il avait eu 800 maîtresses. C'était un vil séducteur. Et donc, des maîtresses vraiment dont il ne se cachait pas, qui étaient pour certaines très connues, enfin bon, bref, un grand consommateur. Donc son épouse était humiliée, mais elle lui écrivait toujours des lettres pleines de tendresse, pleines de respect, pleines d'attachement. Elle avait les enfants au foyer. Et quand même, à force d'être humiliée, un jour, elle a rencontré un gentil secrétaire de Clémenceau et à force de croiser ce secrétaire, eh bien, il y a eu adultère.
Or Clémenceau évidemment était, bien renseigné sur toutes les activités, heu, qui pouvaient, être autour de lui et en fait donc, dès la deuxième rencontre, madame Clémenceau a été, surprise, avec son amant dans une garçonnière. Donc ça se passait comme ça, au début du siècle ou dans les années 20 encore, hein, dans les années 30, aussi. Heu, les gendarmes débarquaient, il y avait, constat. Alors je ne sais plus s'il y avait constat d'huissier aussi. En tous les cas, il y avait les gendarmes, il y avait le mari et donc la femme, pour adultère, heu, pouvait, aussitôt se retrouver avec, un divorce. Mais avant, elle pouvait faire 15 jours de prison, donc dans des conditions assez déplorables, hein, imaginez en 1900 ou en 1910. Quand elle sortait de là, eh bien, le divorce avait été prononcé, ses valises étaient sur le palier et elle avait totalement perdu la garde de ses enfants. C'est ce qui est arrivé à la femme de Clémenceau. Elle a voyagé, il lui a payé un petit billet sur un bateau pour la renvoyer en, aux États-Unis, où là, elle a été de toute façon rejetée par sa famille. Elle a dû travailler tout le reste de sa vie. Voilà. Donc ça se passait comme ça. L'homme pouvait demander, pour un simple adultère, il pouvait demander et la prison et le divorce et la garde des enfants. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le Code Napoléon, eh bien, donc, la femme était considérée toujours et encore comme une adolescente, comme une enfant. Alors, ça veut dire qu'éventuellement, elle pouvait être un peu battue quand même. Alors, vous rajoutez là-dessus des hommes qui pouvaient boire, des hommes donc qui pouvaient être violents. Donc, imaginez la condition de nos grands-mères, imaginez la condition de nos arrière-grands-mères et de tant de femmes avant elles. Donc tout ça pour dire que très souvent, nos grands-mères n'ont pas connu de mariage très très heureux et elles n'étaient pas, elles étaient dépendantes. Donc qu'est-ce qui a été vu par nos mères au niveau éventuellement manque de respect, au niveau frustration, au niveau infantilisation de leur mère, voilà. Qu'est-ce qui a été vu et du coup, qu'est-ce qui a été transmis? Qu'est-ce qui a été verbalisé? Qu'est-ce qui a été transmis inconsciemment? En tous les cas, l'idée d'un mariage heureux, ça peut être quelque chose de très très difficile à consciemment à accepter. Donc dans ces cas-là, eh bien, peut-être on va chercher soit des partenaires qui vont confirmer cet état de choses, c'est-à-dire des gens avec qui on ne pourra pas être heureux. Alors, on parle toujours des pervers narcissiques, tout ça. Voilà, bon, mais ça peut être aussi un homme qui, ayant vu sa mère bafouée, va chercher, pourquoi pas, à reproduire une situation où le couple sera malheureux aussi. Alors éventuellement, lui, il prendra l'attitude de sa mère, en quelque sorte par solidarité. Il n'a pas pu la défendre étant enfant, mais il pourra très bien avoir une attitude où il va rejouer des scènes où lui va être faible, où va se laisser humilier,
Enfin, voilà, c'est possible. Le choix du partenaire, de la partenaire va être joué là-dessus. Alors, il y a évidemment une autre solution, ça va être non pas de chercher un partenaire qui va être détestable, mais ça peut être tout simplement, eh bien, rester célibataire. Voilà, ne pas pouvoir s'engager, ne pas pouvoir faire couple. C'est une solution, évidemment. Voilà, on reste libre et on est indépendant ou indépendante. Voilà. Euh, donc, ça, c'est pour les décennies et décennies de mariage où il y avait de la violence conjugale, où il y avait des sexualités imposées, où il y avait des séparations impossibles, où il y avait de l'alcool, où il y avait voilà, des couples qui se sont faits trop rapidement et qui après étaient indissolubles pendant 40, 50 ans. Et donc tout ça, évidemment, ça crée des traumatismes réels qui font que il est excessivement difficile par la suite de ne pas transmettre cette haine du partenaire, cette haine du couple. Vous savez, c'est les fameuses grand-mères qui disent à leur petite fille, ma chérie, voilà, je t'offre ma bague de fiançailles, mais surtout, ne te marie jamais. Ça, c'est le genre de choses qui peut être entendu. En tout cas, c'était la toute-puissance du mari qui gardait plein pouvoir sur l'usage financier. Hein. N'oublions pas que les femmes ont pu avoir un compte bancaire à partir de 1967, je crois, et que même avant 1907, elles n'avaient pas le droit d'avoir accès du tout à leur salaire. Voilà, donc de toute façon, les biens pouvaient être vendus sans même qu'elle soit au courant. Le mari pouvait faire des dettes, le mari pouvait dépenser sa dot sans qu'elle ait quoi que ce soit à dire. Voilà. Alors, toujours dans cette même configuration où vous aviez des femmes qui travaillaient mais qui n'avaient pas accès à une liberté financière, qui étaient obligées, par exemple, euh, de chercher à grappiller quelques centimes, quelques francs pour pouvoir aller, je ne sais pas, se faire coiffer correctement. Donc elles mentaient sur le prix du coiffeur et puis elles avaient réussi à grappiller sur l'argent du ménage, etc. Bon, alors que ça pouvait être des femmes qui travaillaient, hein, donc qui avaient accès à leur salaire, mais comme elles n'avaient pas forcément accès à un compte, elles étaient obligées de systématiquement tout réclamer. Donc il y avait une espèce d'emprise financière hein, qui pouvait être terrible, même au quotidien. Donc en fait, ça peut se retrouver plusieurs générations plus tard avec des femmes qui se retrouvent presque escroquées systématiquement ou régulièrement par leur compagnon. Voilà. Et il y a une espèce comment dirais-je, d'aveuglement où on va perdre des billes, on va perdre peut-être son investissement dans la maison, peut-être que ces femmes avaient du bien et puis qu'elles n'hésitent pas à tout dilapider au sein d'un couple où elles n'oseront pas, par exemple, au cours du divorce, réclamer certaines choses. Alors je dis des femmes, mais en fait, effectivement, ça peut être aussi aujourd'hui des hommes qui veulent réparer ce qui a été fait, ou bien des hommes qui ont été, pourquoi pas, ruinés
précédemment, hein, dans les générations précédentes. Comme je disais, quand il y a beaucoup d'enfants, eh bien, vous aviez aussi des hommes qui se tuaient à la tâche et pour, heu, pour nourrir ces familles, issues du ventre maudit de la femme, puisqu'on n'arrivait pas à réfréner, le nombre de grossesses. Donc on peut très bien avoir aussi des hommes, qui, qui se qui se mettent dans des situations financières, difficiles, parce que, par répétition, ils, ils sont cohérents parce qu'il s'est, passé, plus haut, dans des générations précédentes. Voilà. Nous, ce sera par exemple un homme qui aura plusieurs divorces avec plusieurs fratries issues de différents lits et qui donc devra payer des pensions successives qui le mettront dans une situation financière extrêmement difficile. Voilà, c'est un petit peu la conséquence d'un comportement habituel dans sa lignée d'homme, dans sa lignée paternelle. À savoir que on fait des enfants, effectivement, on n'arrive pas enfin, on s'appauvrit, les enfants, c'est source d'appauvrissement. Donc, tant qu'on ne met pas de conscience sur ces répétitions, sur ces loyautés familiales, sur ces redites, eh bien, comme on dit du poisson qui ignore ce qu'est l'eau, eh bien, tant qu'on ne met pas en lumière ces comportements répétitifs, ces comportements qui ne sont pas des comportements sains, qui sont des comportements qui nous attirent des souffrances, eh bien, on va continuer ou on va les accepter comme si c'était une chose normale. Voilà, d'où l'importance de faire un travail sur soi et un travail de conscientisation. Alors, le mieux, c'est quand même de se faire aider quand on voit qu'il y a des choses qui sont douloureuses ou des choses qui sont répétées. Voilà, je vais m'arrêter sur cette première partie voilà, des couples. Et j'espère que ça vous aura éclairé sur certains comportements. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, il va y avoir au moins une deuxième capsule. N'hésitez pas à mettre des likes sur ma chaîne Psychogénéalogie et Estime de soi. Abonnez-vous, c'est très important pour moi. Des commentaires aussi, éventuellement, si ça vous parle, si ça vous ressemble. Éventuellement aussi, si vous avez envie d'autres sujets. Voilà, mettez-moi des commentaires, j'y répondrai. Et puis partagez si éventuellement ça peut aider des amis. Voilà. J'espère vous retrouver sur d'autres capsules. Ce que je voulais ajouter, c'est que bientôt, en septembre 2022, alors peut-être que c'est déjà derrière nous au moment où vous regardez cette vidéo, en septembre 2022, je vais lancer des petites formations pour se libérer des chaînes du passé et qui contiendront donc des lives en petits groupes sur différents thèmes, donc le métier, l'argent, le couple, le bonheur, donc les croyances limitantes, et puis des exercices pour vous en libérer, des e-books et il y aura aussi des vidéos, mais les vidéos seront certainement en libre accès sur ma chaîne. Voilà, donc c'est une
formation que j'entends délivrer à un prix très très abordable. Et quand elle sera prête, très bientôt, je vous mettrai de toute façon le lien ci-dessous. Donc n'hésitez pas, si vous la regardez à partir de septembre, à regarder dans la description et vous aurez le lien. Vous pouvez aussi me suivre sur ma page Facebook Être heureux d'être soi. Et vous pouvez également me contacter ou en savoir plus sur mon site êtreheureux-d'être-soi.com. Voilà, au plaisir de vous aider. Merci.